Avant de continuer notre étude des balises HTML5, nous allons voir comment se compose une page HTML5 de base. Tout d'abord, le doctype s'est vu notablement simplifié. Il est aujourd'hui réduit au minimum pour que les navigateurs se comportent de manière conforme au modèle standard. Nous avions sur la page de gauche une page XHTML 1.0 strict et sur la page de droite une nouvelle page HTML5. La balise HTML s'est également simplifiée. La balise méta, avec l'attribut chart7, est elle aussi très réduite puisqu'à présent, cette écriture est suffisante. Une page HTML5 est donc très simple. Concernant la syntaxe, le HTML5 a retrouvé la permissivité du HTML4. En effet, le HTML4 avait une syntaxe relativement permissive, puisqu'elle autorisait l'écriture de balises en capital ou en bas de case, par exemple. La syntaxe du XHTML 1.0 se rapprochait du XML. Le langage HTML5 a retrouvé donc la grande permissivité du HTML4, tout en conservant, si vous le souhaitez, les contraintes du XHTML. Vous faites donc ce que vous voulez. Le HTML5 est insensible à la casse. Une balise pourra donc s'écrire HTML en bas de case ou bien HTML en capital. En XHTML 1.0, tout attribut doit avoir une valeur. Cela implique, pour les attributs booléens, de donner une valeur identique à l'attribut. Nous avions par exemple, pour les balises de formulaire, l'attribut checkid pour lequel il était indispensable d'écrire checkid égale checkid. Ceci n'est plus utile en HTML5. Les valeurs d'attributs devaient également s'écrire avec des guillemets. Cela n'est plus obligatoire en HTML5. Enfin, la fermeture des balises. En XHTML, toute balise doit être obligatoirement fermée. C'est le cas par exemple de la balise méta avec le slash à la fin de la balise. Cela n'est plus obligatoire également en HTML5. Pour terminer, nous allons incorporer à la page les balises link et script. Concernant la balise link, cette balise permettant de lier le document HTML présent à une feuille de style, par exemple, link, nous allons écrire un lien vers une page de style fictive, .css, ainsi qu'un second attribut, la relation entre cette feuille de style externe et le document présent. Cette balise ligne peut être à présent terminée. Il n'est pas utile d'ajouter l'attribut type text/css qui est à présent maintenant devenu inutile. De même pour la balise script. Il était courant d'ajouter l'attribut type texte JavaScript. Cela est à présent inutile puisque les navigateurs, a priori, reconnaissent cette balise script comme étant une balise contenant du JavaScript. Dans cette leçon, nous allons voir les différents sélecteurs CSS2 implémentés. En effet, la spécification CSS2 comporte de nombreux sélecteurs qui n'ont pas toujours été correctement implémentés dans les différents navigateurs. Il a fallu attendre jusqu'à des jours récents pour que nombre d'entre eux soient placés dans les navigateurs. Ces sélecteurs améliorent considérablement l'accès vers les différentes parties d'un document. Pour travailler ces différents sélecteurs, nous avons réalisé une page qui comporte un certain nombre de parties, notamment un menu constitué d'un identifiant, menu, avec une balise UL, des balises ELI. Nous avons une partie section, une partie hgroup à l'intérieur de cette première section, une seconde partie de section avec un en-tête, puisque nous sommes en HTML5. À l'intérieur de cette zone d'en-tête, il y a un certain nombre d'images sur lesquelles nous pourrons travailler par la suite, notamment en travaillant avec les sélecteurs d'attributs. Enfin,
une autre partie article qui comporte également une balise H1, des paragraphes avec des attributs title, des attributs langue, différents paragraphes également, donc 3 pour le premier, et une zone conseil qui comporte une classe conseil avec un S, qui elle-même comporte donc un titre H2 ainsi qu'un paragraphe. Nous retrouvons cette zone conseil également un peu plus bas dans notre page. Enfin, notre page comporte également un formulaire ainsi que un pied de page. Pour travailler ces différents sélecteurs, nous allons travailler à l'intérieur de la page, donc nous allons travailler dans la zone qui s'appelle style, afin que vous ayez bien à l'écran à la fois le style et la balise sur lequel on souhaite travailler. Je vous montre à présent notre page de base. Voici cette page. Nous partirons à chaque fois de ce nouveau document de base pour travailler les différents sélecteurs. Le premier sélecteur que nous allons utiliser s'appelle le sélecteur de combinateur filial. Il s'écrit de la manière suivante. De manière théorique, nous allons l'écrire A avec le signe supérieur à B. Cela signifie qu'on s'adresse à tous les éléments B qui sont le ou les fils de A. Cette écriture ne doit pas être confondue avec l'écriture A, B, qui s'adresse à tous les éléments B placés à l'intérieur de l'élément A. Donc les éléments B peuvent être des enfants, mais peuvent être également des petits-fils, des arrière-petits-fils de A. Alors qu'avec l'écriture A supérieure à B, nous adressons ici uniquement aux fils. Nous allons voir avec notre exemple, nous allons ici cibler les éléments paragraphes placés à l'intérieur de la zone conseil avec un S. Cette page a été faite de sorte que nous ayons à l'intérieur de la zone conseil à la fois un paragraphe et un second paragraphe placé lui-même dans un bloc div. Avec ce sélecteur, nous allons donc nous adresser uniquement au premier paragraphe, ce qui n'aurait pas été le cas si nous avions utilisé un sélecteur simple de parents-enfants. Je vais écrire ce sélecteur, donc point conseil avec un S, et P. Pour voir la différence, je vais simplement vous montrer l'usage courant. Donc, nous allons utiliser une couleur verte. J'enregistre et nous allons regarder un aperçu dans Firefox. Le paragraphe situé après la zone conseil est bien verte. Dans ce cas présent, les deux paragraphes sont verts. En utilisant ce sélecteur, enregistrons, revérifions dans le navigateur. À présent, seul le premier paragraphe est colorié en vert puisque ce paragraphe est un fils direct de la zone conseil alors que celui-là est inclus à l'intérieur d'un bloc div. Nous allons à présent utiliser un second combinateur, le combinateur d'adjacence que nous avons vu déjà dans une leçon précédente. Ce combinateur s'écrit de manière théorique avec A plus B. Donc pour ce combinateur, on s'adresse à l'élément B immédiatement précédé d'un élément A. Ce qui signifie que A et B sont frères. Ils partagent le même parent. Pour réaliser un exemple sur cette page, nous allons choisir de cibler les paragraphes placés immédiatement après une balise H1. Pour cela, nous écrivons H1 plus. Nous allons écrire une couleur, color, en rouge. Enregistrons,
Puis, dans le navigateur, nous pouvons vérifier cela. Donc, nous avons un titre H1 et le paragraphe situé immédiatement dessous. Au niveau de la structure HTML, nous avons bien un H1 et un paragraphe situé immédiatement après. H1 et P sont des frères. Ce combinateur H1 plus P s'est adressé uniquement au premier élément P, pas au second. Dans les sélecteurs également implémentés, nous avons la possibilité d'aller chercher un élément, premier enfant de son parent. Ceci s'écrit de la manière suivante, toujours théorique, A, first-child. De cette manière, nous nous adressons à un élément A, premier enfant de son parent. L'élément A doit être le premier enfant. Il ne s'agit pas ici d'un premier type rencontré. Nous allons voir comment cela fait sur notre page. Nous allons cibler un élément LI placé à l'intérieur de la zone UL et cet élément LI sera le premier enfant de l'élément UL. Pour cela, nous allons utiliser LI, first child. Nous allons lui attribuer une couleur d'arrière-plan. Background, color, couleur qui se voit. Enregistrons, vérifions dans le navigateur. Notre premier élément a bien une couleur d'arrière-plan rouge. À présent, nous allons voir un autre sélecteur qui s'appelle un sélecteur d'attributs. Nous allons ainsi cibler tous les éléments ayant un attribut. De manière théorique, nous écrivons ce sélecteur de cette manière, A, crochet droit et le nom de l'attribut. Puis évidemment, les accolades. Dans notre exemple, nous allons cibler tous les paragraphes ayant l'attribut langue. Pour cela, nous allons faire le P du paragraphe et l'attribut LANG pour langue. Puis nous allons donner la propriété font style italique. Point italique. Enregistrons. Nous allons cibler ainsi ce paragraphe, ainsi que celui-là. Depuis le navigateur, ces deux paragraphes sont bien écrits en italique. Pour aller plus loin au niveau des sélecteurs d'attributs, nous pouvons également réaliser un sélecteur d'attributs ayant une certaine valeur. Ceci s'écrit de la manière suivante, A, crochet droit, le nom de l'attribut, égale une valeur écrite entre guillemets, et nous refermons le crochet droit. Pour un cas concret, nous allons chercher ici tous les attributs de la balise input de type texte. À la place de A, nous écrivons input. Donc nous allons chercher l'attribut type qui est pour valeur texte. Nous allons donner à cet élément une largeur de 100 pixels par exemple, et puis une couleur. Et une couleur d'arrière-plan. Voilà, enregistrons dans le navigateur. Au niveau de notre formulaire, nous avons bien des éléments de type input qui sont à présent de couleur moutarde et de la même taille, donc 200 pixels. Enfin, pour terminer ces différents sélecteurs,
nous allons voir sélecteur qui correspond à tout élément A dont l'attribut lang a pour valeur une liste de valeurs séparées par des tirets. Cette liste commençant à gauche par une certaine valeur en. Ceci s'écrit de cette manière: A, crochet, l'attribut, un trait droit que l'on réalise en appuyant sur Alt majuscule L sous Macintosh ou la touche Alt GR6 sous PC. Donc égal, valeur, je referme le crochet droit. Voilà, nous allons cibler de cette manière tous les éléments P ayant une langue dont l'une des valeurs commence par en. Enregistrons, donc nous allons cibler de cette manière cet élément, langue. Nous allons lui attribuer une couleur d'arrière-plan nettement visible. De retour dans le navigateur, nous pouvons constater que seul ce paragraphe a été sélectionné puisque c'est l'unique paragraphe de notre page qui comporte ce type d'attribut. Dans une leçon suivante, nous allons voir les différents sélecteurs CSS3 qui sont également implémentés dans les différents navigateurs. Dans cette leçon, nous allons continuer l'étude des sélecteurs par des sélecteurs spécifiques CSS3. Vous pouvez voir la majorité des sélecteurs en consultant la spécification de W3C ci-dessous. Cette spécification est spécifique au sélecteur de CSS3. C'est un module CSS3. On peut ainsi consulter l'ensemble des nouveaux sélecteurs de type de niveau 2, de niveau 1 ou bien l'ensemble des sélecteurs de niveau 3. Il y a de nombreux nouveaux sélecteurs dans cette spécification. Nous allons revenir sur notre document. Et comme dans la leçon précédente, nous allons travailler dans un zone style pour pouvoir attribuer de nouvelles propriétés à différents éléments suivant le sélecteur. Nous avons vu dans la leçon précédente des sélecteurs d'attributs. Il existe 3 autres sélecteurs d'attributs qui permettent de choisir un attribut commençant par une certaine valeur, un attribut finissant par une certaine valeur et un attribut qui contient le mot ou qui contient la valeur prévue. Pour cela, nous allons écrire A, un crochet, attribut, un petit accent circonflexe, égale, valeur, entre guillemets. Voilà la syntaxe générale pour ce premier élément. Nous allons à présent travailler sur ce sélecteur sur notre page. Donc nous allons cibler tous les éléments dont l'attribut alt commence par PA. Donc les éléments IMG dont l'attribut alt commencera par PA. Il s'agira donc de paysage, ainsi que de l'image numéro 7, qui a l'attribut alt papillon. Donc IMG, alt, égale PA. Et nous allons lui attribuer une bordure inférieure de quelques pixels. Border, bottom, point, solide. Je vais mettre 5 pixels et de couleur verte. 0,60. Nous allons constater dans le navigateur, donc aperçu dans Firefox,
nos éléments ont bien une bordure verte. À présent, le second sélecteur, nous allons cibler l'élément dont l'attribut alt se termine par ix. Je vais simplement copier-coller ce sélecteur et à la place de ce signe y ajouter le signe $. ix, et nous allons modifier la couleur simplement par du rouge. Nous allons regarder dans le navigateur. Effectivement, la croix est bien avec une bordure rouge dans la partie inférieure. Enfin, le troisième type d'attribut qui contiendra le mot floor. Copier-coller. Nous allons modifier ce signe par le signe tilde. Le signe tilde étant réalisé avec une combinaison de touches Alt plus N. Et puis, on appuie sur la barre d'espace. Tilde égale, et nous mettons à la place du PA le mot floor. Donc, nous allons cibler les éléments dont l'attribut alt contient le mot floor. Enregistrons. Nous allons changer la couleur 00F. Donc, nous allons ainsi cibler cet élément-là, ainsi que celui-là. Voilà, nous avons ainsi trois éléments. Le premier élément contient également l'élément alt avec floor, puisqu'il est ici. D'autres sélecteurs permettent de sélectionner des éléments par rapport à leur numéro d'ordre. Nous allons par exemple sélectionner l'élément A placé dans la deuxième balise LI du menu UL. Pour cela, nous allons écrire ce sélecteur LI .nth child 2 qui cible donc le deuxième élément LI placé dans son parent, et nous allons ajouter le sélecteur A. Cet élément sera également dans une couleur différente. Nous allons tester dans le navigateur. Nous avons bien l'élément qui est de couleur orange. De la même manière, nous allons pouvoir sélectionner les premiers éléments de type ainsi que les derniers éléments de type. Pour cela, toujours avec notre combinaison LI et A, nous allons écrire LI first of type et puis une nouvelle couleur. Modifier cette couleur 0,96. Dans les mêmes ordres d'idées, nous pouvons faire copier-coller de ce sélecteur et nous allons écrire à la place de first, last pour choisir le dernier élément de type. Je vais ajouter la balise A ici pour pouvoir bien cibler notre menu et nous allons modifier de nouveau cette couleur. Enregistrons. Et dans le navigateur, nous avons bien les deux éléments, premier élément de type, dernier élément de type. Nous avons choisi des éléments de type avec first of type ou last of type. Nous pourrions également choisir des éléments enfants, donc last child ou first child, de la même manière. Enfin, un dernier sélecteur que nous aurons l'occasion de réutiliser par la suite est le sélecteur Target. Dans notre page, nous avons réalisé un lien vers une zone qui s'appelle dièse footer. Cette
Map Zone est située en bas de notre page. Elle est située ici. Nous allons spécifier, grâce au sélecteur pTarget, target, que tous les éléments P qui sont des cibles de seront d'une couleur d'arrière-plan rouge par exemple. Background color, rouge, point virgule. Nous allons tester de nouveau dans le navigateur. Actuellement, l'élément n'a pas de couleur. Je clique sur ce lien, pied de page, et automatiquement, le pied de page est maintenant avec un arrière-plan de couleur rouge. C'est un sélecteur très puissant, puisqu'il va nous permettre par la suite de réaliser, par exemple, des diaporamas sans l'utilisation de la moindre ligne de JavaScript. Enfin, deux sélecteurs qui étaient déjà utilisés dans les spécifications précédentes. Il s'agit du sélecteur FirstLetter et du sélecteur FirstLine. Ils s'écrivent de la manière suivante. Alors P, first-letter, et puis FirstLine, qui cible la première ligne des paragraphes. Dans les spécifications de CSS3, ce sélecteur s'écrit de cette manière, P, firstletter. Vous pouvez également l'écrire P, firstletter ou bien P, firstline, qui est une écriture un peu ancienne, mais qui garantit une meilleure compatibilité avec Internet Explorer notamment. Color, orange, font-size 36, et au niveau de la first line, nous allons mettre un caractère gras, font weight 900. Nous allons vérifier dans un navigateur. Voilà, nos premières lignes sont bien en caractère gras et nos premières lettres sont bien de couleur orange et puis d'une taille nettement plus importante. Dans cette leçon, nous allons continuer l'étude des sélecteurs par des sélecteurs spécifiques CSS3. Vous pouvez voir la majorité des sélecteurs en consultant la spécification de W3C ci-dessous. Cette spécification est spécifique au sélecteur de CSS3. C'est un module CSS3. On peut ainsi consulter l'ensemble des nouveaux sélecteurs de type de niveau 2, de niveau 1 ou bien l'ensemble des sélecteurs de niveau 3. Il y a de nombreux nouveaux sélecteurs dans cette spécification. Nous allons revenir sur notre document. Et comme dans la leçon précédente, nous allons travailler dans un zone style pour pouvoir attribuer de nouvelles propriétés à différents éléments suivant le sélecteur. Nous avons vu dans la leçon précédente des sélecteurs d'attributs. Il existe 3 autres sélecteurs d'attributs qui permettent de choisir un attribut commençant par une certaine valeur, un attribut finissant par une certaine valeur et un attribut qui contient le mot ou qui contient la valeur prévue. Pour cela, nous allons écrire A, un crochet, attribut, un petit accent circonflexe, égale valeur, entre guillemets. Voilà la syntaxe générale pour ce premier élément. Nous allons à présent travailler sur ce sélecteur sur notre page. Donc nous allons cibler tous les éléments dont l'attribut alt commence par PA. Donc les éléments IMG dont l'attribut alt commencera par PA. Il s'agira donc de paysage, ainsi que de l'image numéro 7 qui a l'attribut alt papillon. Donc IMG, alt,
égale PA. Et nous allons lui attribuer une bordure inférieure de quelques pixels. Border, bottom, point, solide. Je vais mettre 5 pixels et de couleur verte. 0,60. Nous allons constater dans le navigateur, donc aperçu dans Firefox, nos éléments ont bien une bordure verte. À présent, le second sélecteur, nous allons cibler l'élément dont l'attribut alt se termine par IX. Je vais simplement copier-coller ce sélecteur et à la place de ce signe y ajouter le signe $. IX, et nous allons modifier la couleur simplement par du rouge. Nous allons regarder dans le navigateur. Effectivement, la croix est bien avec une bordure rouge dans la partie inférieure. Enfin, le troisième type d'attribut qui contiendra le mot floor. Copier-coller. Nous allons modifier ce signe par le signe tilde. Le signe tilde étant réalisé avec une combinaison de touches Alt plus N. Et puis, on appuie sur la barre d'espace. Tilde égale, et nous mettons à la place du PA le mot floor. Donc, nous allons cibler les éléments dont l'attribut alt contient le mot floor. Enregistrons. Nous allons changer la couleur 00F. Donc, nous allons ainsi cibler cet élément-là, ainsi que celui-là. Voilà, nous avons ainsi 3 éléments. Le premier élément contient également l'élément alt avec floor, puisqu'il est ici. D'autres sélecteurs permettent de sélectionner des éléments par rapport à leur numéro d'ordre. Nous allons par exemple sélectionner l'élément A placé dans la deuxième balise LI du menu UL. Pour cela, nous allons écrire ce sélecteur LI .nth child 2 qui cible donc le deuxième élément LI placé dans son parent, et nous allons ajouter le sélecteur A. Cet élément sera également dans une couleur différente. Nous allons tester dans le navigateur. Nous avons bien l'élément qui est de couleur orange. De la même manière, nous allons pouvoir sélectionner les premiers éléments de type ainsi que les derniers éléments de type. Pour cela, toujours avec notre combinaison LI et A, nous allons écrire LI first of type et puis une nouvelle couleur. Modifier cette couleur 0,96. Dans les mêmes ordres d'idées, nous pouvons faire copier-coller de ce sélecteur et nous allons écrire à la place de first, last pour choisir le dernier élément de type. Je vais ajouter la balise A ici pour pouvoir bien cibler notre menu et nous allons
modifier de nouveau cette couleur. Enregistrons. Et dans le navigateur, nous avons bien les deux éléments. Premier élément de type, dernier élément de type. Nous avons choisi des éléments de type avec first of type ou last of type. Nous pourrions également choisir des éléments enfants, donc last child ou first child, de la même manière. Enfin, un dernier sélecteur que nous aurons l'occasion de réutiliser par la suite est le sélecteur target. Dans notre page, nous avons réalisé un lien vers une zone qui s'appelle dièse footer. Cette zone est située en bas de notre page. Elle est située ici. Nous allons spécifier, grâce au sélecteur ptarget, target, que tous les éléments P qui sont des cibles de seront d'une couleur d'arrière-plan rouge par exemple. Background color, rouge, point virgule. Nous allons tester de nouveau dans le navigateur. Actuellement, l'élément n'a pas de couleur. Je clique sur ce lien, pied de page, et automatiquement, le pied de page est maintenant avec un arrière-plan de couleur rouge. C'est un sélecteur très puissant, puisqu'il va nous permettre par la suite de réaliser, par exemple, des diaporamas sans l'utilisation de la moindre ligne de JavaScript. Enfin, deux sélecteurs qui étaient déjà utilisés dans les spécifications précédentes. Il s'agit du sélecteur firstLetter et du sélecteur firstLine. Ils s'écrivent de la manière suivante. Alors P, first-letter, et puis firstLine, qui cible la première ligne des paragraphes. Dans les spécifications de CSS3, ce sélecteur s'écrit de cette manière, P, firstLetter. Vous pouvez également l'écrire P, firstLetter ou bien P, firstLine, qui est une écriture un peu ancienne, mais qui garantit une meilleure compatibilité avec Internet Explorer notamment. Color, orange, font-size 36, et au niveau de la first line, nous allons mettre un caractère gras, font weight 900. Nous allons vérifier dans un navigateur. Voilà, nos premières lignes sont bien en caractère gras et nos premières lettres sont bien de couleur orange et puis d'une taille nettement plus importante. Dans cette leçon, nous allons voir les nouveaux sélecteurs qui permettent de réaliser des contenus générés, c'est-à-dire d'ajouter du contenu texte à un élément. Nous allons ajouter un contenu texte, par exemple, à tous les paragraphes en fin de paragraphe. Pour cela, nous ciblons l'élément P, after, j'ouvre l'accolade, je la ferme, et à l'intérieur de la zone d'accolade, nous allons écrire content, fin de paragraphe. J'enregistre, nous regardons dans le navigateur. Nous avons bien à la fin de chaque paragraphe le mot fin de paragraphe. De la même manière, nous aurions pu écrire P before, début de paragraphe par exemple. Avec ces différents sélecteurs, il est donc très facile d'ajouter à un élément du texte, effectivement, comme nous l'avons vu, mais également
une image en arrière-plan, par exemple. Avec ces sélecteurs after et before, nous allons pouvoir également réaliser des compteurs. Pour cela, nous utiliserons les propriétés counter reset et counter increment. Pour créer un compteur, nous avons besoin de définir un élément qui permettra de remettre à zéro le conteneur, de le mettre au niveau de base. Cet élément, c'est souvent l'élément conteneur, donc dièse conteneur. Nous allons lui attribuer la propriété counter reset en lui donnant une valeur à notre compteur. Ça peut être une valeur quelconque écrite, je vais l'appeler titre CP. Ensuite, au niveau des éléments H1, donc dièse conteneur H1, nous allons leur placer juste avant chaque élément H1 un numéro d'ordre. Donc, j'ajoute before, puis nous allons placer à cet intérieur content, ce que nous avons placé tout à l'heure au niveau de after et before, dans l'autre exemple précédent. Le content, c'est notre fameux compteur, titre, CP. Et pour que notre compteur s'ajoute pour chacun des H1, nous allons l'incrémenter, donc counter, incrémente, de point, titre, CP. Point virgule. Nous allons vérifier cela dans le navigateur Firefox. Nous avons bien, avant chacun des H1, un chiffre 1, 2, 3, 4. Pour que la mise en page soit un peu plus correcte, nous pouvons ajouter au niveau de content, titre CP, un espace, puis, entre guillemets, un texte ou bien un autre espace. Alors je vais ajouter un point et un petit espace qui permet de décoller ce chiffre du titre. Nous avons bien un point, espace, puis le titre. De cette manière, nous allons pouvoir réaliser également des compteurs au niveau des paragraphes. Pour ce faire, nous devons réinitialiser un nouveau compteur de paragraphes. Nous ne pouvons pas réinitialiser le compteur de paragraphes à l'intérieur de conteneur. Il faut impérativement initialiser sur un autre élément. Nous allons initialiser par exemple sur H1. Counter reset. Deux points P. Point virgule. Puis, nous allons travailler sur les paragraphes. JS conteneur. P. Before. Donc avant chaque paragraphe, nous allons de cette manière insérer un chiffre. Content. Deux points. Nous allons choisir d'insérer le mot paragraphe. Paragraphe. Avec un espace à la fin. Puis notre compteur, qui s'appelle lui CP. Mais pour corser un peu l'affaire, nous allons ajouter le compteur du H1, puisque chaque paragraphe contient un H1, donc compteur titre CP. De nouveau, un petit espace avec un petit point. Et enfin, compteur CP, qui est le numéro d'ordre de notre paragraphe. Nous allons avoir ainsi le paragraphe 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, etc. Nous allons incrémenter notre compteur. Compteur incrémente. Point CP.
Nous allons tester ceci dans notre navigateur, aperçu dans Firefox. Nous avons bien le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4, le niveau 4.1, 4.2, 4.3. Là, nous avons un sélecteur qui nous a permis de faire un deuxième 4.1, ce qui est un petit problème que nous allons régler très vite, puis un 5, 5.1, 5.2, de nouveau le 5.2 étant ici. Pour régler ce problème, nous allons nous adresser à tous les éléments P, sauf ceux qui ont une classe nommée conseil. Pour ce faire, nous allons simplement, au niveau de ce sélecteur P, lui attribuer un nouveau sélecteur qui s'appelle note, à l'intérieur duquel nous disons que nous ne voulons pas d'éléments de classe conseil. Donc nous nous adressons à tous les paragraphes de classe non conseil. Donc nous allons placer un chiffre devant tous les paragraphes dont la classe n'est pas conseil. Enregistrons et vérifions dans le navigateur. Nous avons bien ainsi le 4, 4.1, 4.2, 4.3 et au niveau de conseil, il n'y a pas d'incrémentation de compteur.